Ah, تحبني واش ساليتو. يلا سالي. Bonjour. Salam alaikum, bonjour. Bonjour, monsieur Tahiri. Juste pour la répartition des tâches, vous allez commencer ou là, je vais commencer? Ah, vous cherchez Madame Hajira. معليش نبدا la page 1 حتى la page plutôt. Je vais commencer la page 1 حتى 12 نتوما vous continuez, d'accord? Alors, bonjour à tous. Je voudrais... Oups. Alors, could you just mute? Alors, je peux... Voilà. Yes. On va juste être sûr qu'on a muté tout le monde. Très bien. Alors, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord donc remercier nos chers intervenants des 3 projets Salem, Yabda et Africaine qui ont bien voulu partager aujourd'hui avec nous leurs principaux résultats, les principaux impacts réalisés et achevés grâce au projet. Et je vous remercie à vous, toutes les personnes qui sont avec nous en session live sur R8, et puis toutes les personnes qui vont nous suivre sur la chaîne YouTube qui a été créée pour l'événement, ainsi que la page Facebook qui a été créée également pour l'événement. Donc, n'hésitez pas à partager les différents liens de YouTube et de Facebook si vous souhaitez que vos collègues puissent suivre les différentes sessions de la Virtual Fair. Et n'hésitez pas également pour les personnes qui sont dans la session R8 de poser vos questions dans l'onglet Q&A, donc Questions and Answers, éventuellement de raise hands, hein, vous pouvez également demander la parole et à la fin bien sûr des présentations, nous allons vous donner la parole bien sûr si bien sûr on aura le temps, mais on aura le temps, on aura 15 minutes en principe qui est allouée à vos questions. Donc c'est une French session, on en a 2 sur les 2 journées. Nous allons présenter, donc, comme je l'ai dit, les résultats de 3 projets. Ce sont 3 projets donc, régionaux et multirégionaux, des projets qui ont eu un grand impact sur les pays qui y sont impliqués. Nous avons 2 projets qui traitent la question de l'entrepreneuriat et la promotion de l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. Et nous avons un projet qui, lui, a concerné l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et spécifiquement dans tout ce qui est énergie renouvelable africaine, de son nom africaine. On va commencer dans 2 petites minutes nos présentations. Donc, je passerai la parole au projet Salem, ensuite au projet Yabda et enfin au projet Africaine. Et je remercie encore une fois les différents speakers qui ont accepté de partager avec nous leur expérience. Alors, du projet Salem, donc, nous avons avec nous Monsieur Abdelrazak Bensaka du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Maroc. Et nous avons Monsieur Mohamed Belhaj de l'Université de Sfax de Tunisie. Je crois qu'on peut commencer. Hein. À vous la parole. Comme ça, on gagne peut-être une... Il est quelle heure chez vous? 13h15 chez vous. Monsieur Bensaka. Merci beaucoup, Madame Dadaoui. Merci pour l'invitation. J'aurai l'honneur de partager du côté de mon collègue et ami, professeur Mohamed Belhaj, directeur du pôle étudiant entrepreneur de l'Université de Sfax en Tunisie, le projet Salem, ses principaux résultats et également son impact, que ce soit au Maroc ou en Tunisie. Le projet Salem, c'est le projet qui s'intitule Structuration et accompagnement de l'entrepreneuriat étudiant au Maghreb. C'est un projet qui est piloté et coordonné par l'Agence universitaire de la francophonie dans le cadre du programme Erasmus+ Capacity Building
financés par l'Union européenne à hauteur de à peu près 760 000 euros sur 3 ans. C'est un projet qui s'est inspiré de l'expérience française d'IPIPIT, qui a démarré en 2014 et qui a pour vocation la reconnaissance et l'accompagnement des projets entrepreneuriaux des étudiants à travers un statut national d'étudiants entrepreneurs, à travers la co-tutelle enseignants professionnels et surtout un espace de coworking pour l'appui, le conseil et également pour la certification des compétences. Pour les pays partenaires de ce projet, nous avons 5 pays exactement. Côté Europe, nous avons la France, la Belgique et la Roumanie. Et pour le côté rive sud, nous avons la Tunisie et le Maroc. Effectivement, ce projet a été piloté coordonné du côté européen par l'AUF depuis octobre 2017 jusqu'à octobre 2021 avec une prolongation d'1 an accordée par l'Union européenne. Le principal objectif, ou l'objectif général de ce projet, c'est favoriser l'entrepreneuriat étudiant. Favoriser l'entrepreneuriat étudiant à travers un statut national d'étudiants entrepreneurs et des pôles d'accompagnement pour l'AUF depuis octobre 2017 jusqu'à octobre 2021. En termes d'objectifs spécifiques, ce projet il vise essentiellement l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur au Maroc et en Tunisie à la mise en place du statut national d'étudiant entrepreneur, ce qui a été fait à travers les publications des circulaires ministérielles au Maroc en 2018 et en Tunisie en 2019. Et le deuxième objectif spécifique, c'est renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur, notamment l'université Mohamed V de Rabat, l'université Hassan II de Casablanca, l'université de Tunis-Carthage et l'université de Sfax, en partenariat avec les agences d'emploi et les acteurs économiques. Le consortium est constitué de projets constitués de 14 partenaires. Côté Tunisie, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À côté de l'université Sfax, l'université de Carthage et l'ANITI, c'est l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant. Côté Maroc, c'est 5 partenaires. À côté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation, nous avons l'université Hassan II de Casablanca, l'université Mohamed V de Rabat, HEM Business School et l'ANAPEC, Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences. Côté Europe, nous avons 4 partenaires, l'université Jean Moulin, Lyon 3, l'université de Mons en Belgique, l'université technique de Cluj-Napoca en Roumanie et la FNEJ Pipit France du côté français. Et la coordination, bien sûr, elle est assurée par l'AUF avec l'implication de 18 autres partenaires associés qui se sont engagés aux différentes activités du projet. Nous avons au niveau du projet 9 work packages, à commencer par le work package qui est consacré à la mise en place des structures de la gouvernance, qui est piloté par l'AUF. Deuxième lot d'activité, c'est la cartographie des dispositifs existants dans les 4 villes pilotes. Et troisième, c'est l'adoption et suivi de nouveaux dispositifs nationaux d'étudiants entrepreneurs au Maroc et en Tunisie, pilotés par les 2 ministères. Et le 4e, c'est la création des pôles d'accompagnement dans les 4 villes pilotes. Et le 5e, c'était l'accompagnement et la formation des étudiants entrepreneurs dans les 4 pôles, avec bien sûr tout ce qui est commun comme work package au niveau de tous les projets capacity building, à savoir l'assurance qualité. Et il y a également un work package réservé à la mise en place d'un portail international de partage de ressources et systèmes d'information et un work package qui a été consacré à la rencontre internationale de bilan et de capitalisation pour un déploiement du dispositif. Et bien sûr, nous avons un work package qui est réservé à la gestion du projet. En termes de résultats, donc, le projet visait au départ l'accompagnement de 2400 étudiants marocains et tunisiens, dont au moins un tiers de femmes, et 400 étudiants vivant avec un handicap bénéficiant bien sûr d'un accompagnement spécifique et spécialisé. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait l'accompagnement de 3 promotions, 2019, 2020, 2021,
avec 3109 étudiants exactement marocains et tunisiens accompagnés, dont 2101 femmes, avec un taux de 67% du total des accompagnés. En termes de projets, donc nous avons 1315 projets individuels ou collectifs et c'est prévu de lancer la 4e promotion 2022 en fin de l'année 2021 et début de l'année 2022. En termes de livrables, nous avons au début du projet, il y avait les premiers livrables. Il s'agissait de la cartographie de tout ce qui est mécanisme d'accompagnement et de financement des projets entrepreneuriaux des étudiants au Maroc, donc à Rabat et Casablanca, également en Tunisie, à Tunis et Carthage. Et il y avait également un événement très important, bien sûr en plus des deux livrables consacrés, surtout ce sont des deux livrables qui ont été réalisés par nos partenaires européens, qui est le guide de bonnes pratiques et le rapport sur l'entrepreneuriat féminin. Et tous ces documents sont partagés au niveau du site du projet. Il y avait également un événement phare qui est la rencontre internationale de capitalisation et de restitution des résultats du projet, organisée en fin mars et début avril 2021, et qui a permis la participation de plus de 1000 participants de 20 pays différents, avec l'animation de différentes sessions par 40 intervenants, avec bien sûr une présence de marque à travers les allocations des recteurs de l'AIF, des ministères, des messieurs les ministres et madame la ministre du Maroc, de la Tunisie, du Bénin, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et la Mauritanie. Et tous les enregistrements concernant les différentes séances de sessions de cette rencontre sont disponibles sur le site du projet. Il y a également parmi les livrables très importants qui ont été présentés largement lors de cette rencontre, il y a la matrice de transférabilité du dispositif Salem et qui se base essentiellement sur deux principes fondamentaux. Le fait que le statut national d'étudiant entrepreneur, c'est une reconnaissance accordée par le ministère et opérée par délégation par l'université. Et le pôle d'accompagnement de l'étudiant entrepreneur, ce sont des structures portées par les universités avec une identification au niveau de l'organigramme et la dotation de moyens, que ce soit financières, et également ressources humaines et locaux. En termes des défis, donc nous avons 5 principaux défis que nous avons repérés au niveau du Maroc. Déjà au démarrage, le choix de la forme juridique pour l'institutionnalisation du statut national d'étudiant entrepreneur. Est-ce que ce sera une loi, un décret ou une circulaire? L'adhésion également de l'écosystème, notamment le secteur privé, les acteurs de financement, les ONG, et également la reconnaissance des pôles d'accompagnement comme acteurs centraux dans l'entrepreneuriat étudiant dans le territoire, parce que nous avons plusieurs intervenants à ce niveau. Et la mobilisation de réseaux des référents, des enseignants, pour assurer une sensibilisation de proximité au sein des établissements d'enseignement supérieur. Et le dernier défi, c'était comment différencier les projets accompagnés en l'absence d'un référentiel des compétences entrepreneuriales sur lequel nous avons travaillé dans le cadre d'une expérience pilote au niveau de l'Université Hassan II et qu'on est en train d'étudier la généralisation au niveau national. Donc, en termes également d'impact, impact direct, c'est la mise en place du statut national d'étudiant entrepreneur au Maroc en 2018, l'expérimentation dans 2 pôles des régions de Casablanca et de Rabat, et également la mise à l'échelle prévue pour les 10 autres universités, avec le début de processus d'assémage dès la rentrée 2021-2022, avec l'objectif d'accompagner plus de 5000 étudiants par an en 2023. Et le dernier impact direct, ce sera la mise en place d'un référentiel national pour la certification des compétences entrepreneuriales. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le volet impact indirect. Donc, nous avons un certain nombre de choses qu'on peut partager également, que nous partageons avec nos collègues et amis tunisiens. Je cède la parole au professeur Mohamed Belhaj pour présenter le volet impact et résultats au niveau de la Tunisie. Je vous remercie.
Monsieur Belhaj. Monsieur Belhaj, c'est à vous. Oui. Merci, chers collègues et amis. Je vais présenter justement, comme au Maroc, donc l'impact justement du projet Salem en Tunisie. Donc aujourd'hui, grâce à ce projet justement, le pôle étudiant entrepreneur est aujourd'hui le lieu de référence de l'entrepreneuriat étudiant sur son territoire. En fait, il y a une vraie volonté de s'afficher comme le lieu de référence et l'interface par excellence pour l'entrepreneuriat. Le pôle est actuellement en Tunisie et la structure relais de l'université pour porter et déployer donc son plan d'action en faveur de l'entrepreneuriat étudiant. Et bien sûr, l'objectif était de fédérer les acteurs du territoire impliqués dans l'accompagnement entrepreneurial en développant des conventions avec les structures du secteur socio-économique pour favoriser donc les coopérations autour des activités du pôle, en travaillant en réseau avec les structures d'appui telles que les pépinières, les incubateurs, les Fab Labs, les centres d'innovation, etc. du territoire pour faciliter la mobilité des étudiants entrepreneurs. Aussi, donc, notre ambition était d'être le moteur de développement, de formation autour de l'entrepreneuriat dans le cursus universitaire et un lieu donc d'expérimentation pour la recherche en entrepreneuriat. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc, grâce à ce projet, il y a un réseau de référents qui s'est développé, donc plus de 100 référents institutionnels ont été formés. Ils sont en charge donc de mettre en cohérence la politique en faveur du développement de l'entrepreneuriat au chaque établissement avec la politique du pôle. Donc, c'est un réseau de professionnels aussi qui a été formé. Ils sont actuellement impliqués dans l'accompagnement d'étudiants porteurs de projets. Aussi, nous avons aujourd'hui donc une communauté d'enseignants-chercheurs qui s'impliquent donc dans la formation et l'accompagnement des étudiants entrepreneurs. Suivant, s'il vous plaît. Les deux pôles donc, en Tunisie, Sfax et Carthage, ont été créés depuis 2018. Dans le cadre de projet, nous avons développé un processus de transfert et nous sommes en train d'accompagner 3 nouveaux pôles, donc Sousse, Gabès et Sfax, avec donc, les experts qui ont été formés. Dans le cadre donc, du statut étudiant-entrepreneur, aussi c'est un statut national, plus de 2000 étudiants ont été sensibilisés en Tunisie, aussi avec plus de 65% femmes. Plus de 2000 étudiants entrepreneurs ont été accompagnés et 600 étudiants ont obtenu le statut étudiant-entrepreneur. Aussi, avec l'aide de nos partenaires, nous avons développé un référentiel de compétences entrepreneuriales en Tunisie et en Maroc, bien sûr. Et aujourd'hui, nous pouvons parler donc d'un vrai écosystème local qui s'est constitué pour le développement de l'étudiant entrepreneur. Voilà donc quelques photos des deux pôles Salem à Sfax et à Carthage. Suivant. Donc, bien sûr, nous sommes visibles, le projet est visible sur les réseaux sociaux, sur le site web. Nous avons développé donc un réseau large de médias à travers donc, Twitter, Facebook et bien sûr la chaîne YouTube. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Et je tiens à remercier quand même tous les partenaires qui ont été impliqués dans ce beau projet. Et je pense que grâce à ce projet, nous pouvons dire que l'écosystème aussi bien au Maroc et en Tunisie a été bien renforcé. Merci aussi à l'AUF pour sa coordination. Merci. Et à notre tour, on vous remercie. Salem est un projet, est une success story à plusieurs registres. La bonne coordination et implication des deux ministères, des deux côtés dans les deux pays, ça c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été, en tout cas nous on cite tout le temps Salem mais comme un success story dans ce sens, la dissémination du projet, sa réplication aujourd'hui dans d'autres contextes, notamment au continent africain, et puis Salem avec un autre projet ont réussi aujourd'hui à réaliser cette bonne articulation entre deux projets Erasmus+, une bonne synergie tant voulue
tant espéré entre les différents projets Erasmus+, c'est le projet Yabda. Avec le projet Yabda, donc le projet Salem et le projet Yabda ont réussi cette mission, parfois, on va dire impossible, hein, de bien articuler les projets. Et donc, sans tarder, je donne la parole au projet Yabda, toujours dans la promotion de l'entrepreneuriat dans le milieu universitaire. Sans tarder, donc je passe la parole à Monsieur Tahiri de l'université Hassan II et à Madame Zohra Lili Chebhan de l'université, Madame Hajira, Madame Hajira de l'université. Madame Hajira, je crois qu'elle n'est pas là. Madame Bounine. Excusez-moi, Madame Dadaoui, merci beaucoup pour votre invitation. J'espère que vous m'entendez. Oui, Madame Dadaoui. Oui, d'accord. Je vous entends. Je vous remercie pour votre invitation. J'ai juste un petit souci, c'est que moi, je suis rentré avec l'invitation de Madame Hajira. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lui envoyer un autre lien pour qu'elle puisse être connectée? À Madame Hajira en fait, on va voir ça techniquement, mais vous pouvez déjà commencer, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord. Est-ce que donc je peux partager alors, c'est ça? Je vous remercie, oui. D'accord. Alors, vous avez 15 minutes pour donc présenter les principaux résultats du projet Yabda. Merci beaucoup. D'accord. Ok, ça marche. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci pour votre voilà, je vais partager. Alors, le projet Yabda, c'est un. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à partager. Si, ça va venir. Monsieur Tahiri, oui. Il faut partager le PDF, la présentation PDF et non pas votre écran. Je vais arrêter le partage. En fait, je l'ai en PowerPoint. Est-ce que je dois convertir en PDF? Monsieur Tahiri, alors, on va faire la chose suivante. On va donner la parole au projet africain, le temps de résoudre avec vous en backstage ces problèmes. Ça marche? On va faire comme ça. Ça marche, madame. Oui. Luc Martin, monsieur Luc Martin, madame Zohra Lili Chebhan, est-ce que vous pouvez prendre le relais pour présenter le projet africain, étant donné qu'on a quelques petits soucis avec la présentation du projet Yabda? Merci beaucoup. Oui, bonjour à Madame Dadaoui, bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il y a notre collègue Monsieur Edzouri qui est là aussi présent. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous partage mon écran. Est-ce que vous avez bien mon écran sur vos écrans? Oui, parfaitement bien. Très bien. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Donc, un grand merci à l'agence exécutive pour cette initiative de partage d'expérience. Je crois que c'est fort utile. Donc, mes collègues et moi-même allons vous présenter les résultats et l'impact du projet Africain. Donc, c'est l'acronyme pour qualité en enseignement supérieur pour les énergies renouvelables en Afrique du Nord et de l'Ouest. Donc, il y a eu cours de 2017 à 2020. C'était un projet transfrontalier puisque nous avions le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Donc, on va y revenir. Donc, pour ma part, je suis Luc Martin. J'ai été chef de projet délégué d'Africain et j'ai assuré le pilotage opérationnel du projet depuis l'université Kadi Hayat, où j'ai été accueilli jusqu'en 2020. Donc, un grand merci à mes collègues, Zohra Lili Chebhan de l'université de Carthage et Salim Edzouri de l'École nationale supérieure d'agronomie d'Alger, avec qui nous avons préparé cette présentation.
nous tenions aussi à remercier vivement le Conservatoire national des arts et métiers, qui était l'établissement coordonnateur du projet, et en particulier le professeur Marc Imbert, qui était chef de projet d'Africaine, et Clarisse Faria-Fortecoiffe, qui a assuré la gestion administrative et financière, ainsi que toute l'équipe de la direction du département, direction du développement européen international du CNAM. On a été décalé de toute façon, ils ont fait passer. Je terminerai juste cette petite introduction avec une pensée émue pour nos collègues qui nous ont quittés au cours de cette dernière année. Donc, il s'agit du professeur Mohamed Belambra de l'université de Biskra et du professeur Nabil El Merzouki de l'université Kadi Ayad. Nous avons une pensée pour eux et tous leurs proches. Donc, pour revenir au projet Africaine, donc l'objectif était de contribuer à l'accès à l'énergie, à l'indépendance énergétique et à la promotion des énergies renouvelables, ainsi qu'à la préservation de l'environnement en Afrique du Nord et de l'Ouest par le renforcement des compétences des professionnels dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Donc, à noter que nous avions eu le plaisir d'être labellisés par l'événement COP22 dès 2016, avant le démarrage du projet, puisqu'il répondait aux objectifs de développement durable promus pour les événements de la COP sur le changement climatique. Des objectifs spécifiques étaient au nombre de 2. Nous avions d'abord renforcé les capacités des établissements d'enseignement supérieur en améliorant leur cursus de formation dans le domaine des énergies renouvelables par la prise en compte de la démarche qualité et du processus métrologique. Et le deuxième était d'améliorer la mise en réseau des établissements d'enseignement supérieur et instituts de recherche entre les pays partenaires et les États membres de l'Union européenne. Donc, les pays concernés par notre projet, donc, nous avions au niveau africain le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors après, on avait un projet qui était coordonné par un établissement français, donc vous avez la France, la Belgique et puis l'Espagne. Alors si vous voyez l'Espagne, vous avez un gros rond rouge sur la péninsule ibérique, mais surtout un petit rond rouge au large des côtes marocaines, puisqu'en fait c'était l'université de La Laguna sur l'île de Tenerife aux Canaries qui représentait l'Espagne dans le projet. Et puis ils ont une expérience assez forte dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, un consortium important de 24 partenaires, donc, qui avaient tous pour spécificité de s'intéresser à la thématique des énergies renouvelables et avaient une forte expérience dans le domaine de la métrologie, donc la science de la mesure et de la qualité. Je ne vais pas citer chaque établissement individuellement, en tout cas, nous avions au moins 2 partenaires par pays. Alors, les enjeux et les actions de ce projet, c'était en premier lieu de concevoir et développer des formations adaptées, alors que ce soit en réponse à des besoins identifiés pour la métrologie et la qualité en formation initiale comme en formation continue, en formation professionnelle. Alors, à savoir que en fait, le projet Africaine était assis sur les résultats d'un précédent projet Tempus, Kezamed, qui portait sur la métrologie et la qualité appliquée dans le domaine de l'agronomie, de l'agroalimentaire, et qui avait eu cours juste avant. Et en fait, on capitalisait les compétences existantes chez les partenaires et également on capitalisait sur une méthodologie d'ingénierie pédagogique, d'ingénierie de formation qu'on avait mis en place dans le cadre du projet Kezamed et sur laquelle on reviendra avec une phase de conception, d'expérimentation et de validation. Donc, je laisserai ma collègue, Madame Lily Chaban, expliciter un peu ces éléments-là. Également, on avait comme enjeu de mettre en pratique les compétences métrologie et qualité, parce que la métrologie et la qualité sont 2 sciences transversales et qui doivent s'enseigner et en se pratiquant. Donc, la pratique est vraiment importante. Donc, nous avions une mise en pratique dans les établissements de formation sur des exemples pilotes pour la construction de la formation comme pour la recherche et le développement. Et on bénéficiait à ce niveau-là de ces processus pilotes de l'expertise des pays de l'Union européenne. Également, un dernier enjeu important était d'assurer la consolidation du réseau de compétences avec une ambition de dissémination à tout le bassin
africains francophones. Alors tout ça, c'était pour renforcer un réseau de partenaires et d'experts pérennes dotés de moyens d'interaction et notamment d'une plateforme web interactive sur lesquelles ont été mis en place les modules. Alors ici, j'en terminerai pour ma partie. Je vous présente généralement comment a été organisé les lots de tâches du projet. Donc, c'est classique avec des lots de tâches de préparation et d'évaluation initialement. Puis, de la production de modules, de l'expérimentation, de la production en parallèle en e-learning et surtout cette phase de mise en pratique sur des processus de formation et de recherche qui permet d'acquérir des compétences nécessaires pour pouvoir ensuite enseigner. Et puis, des lots de travaux plus transversales qui sont classiques dans nos projets Erasmus+. Donc, je vais laisser ensuite la parole à ma collègue Zora Lili Chaban. Merci, Luc. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous pour présenter un petit peu le projet Africaine et son impact. En fait, comme l'a dit Luc, on a un réel focus sur une méthode d'ingénierie pédagogique participative, et j'insiste sur le mot participative, qui a été développée dans le cadre d'un précédent projet Tempus Kesamed et participative avec un croisement de regards, avec la participation en même temps des équipes Nord-Sud. On choisit dans chaque établissement partenaire les personnes qui vont intervenir dans la conception de contenu de ces modules et avec un mixage en fait entre des seniors et des plus jeunes enseignants-chercheurs, permettant à ces plus jeunes de monter en compétences, d'avoir un autre regard et le regard du collègue un peu plus expérimenté sur ces aspects-là. Bien sûr, également avec une mise en pratique après de contenu à travers les établissements partenaires, je reviendrai là-dessus, et bien sûr, en même temps sur une large sensibilisation au concept métrologie et qualité, et particulièrement en énergie renouvelable. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, si je focalise un petit peu sur l'ingénierie pédagogique, que vous avez bien vu avec Luc tout à l'heure qu'il y avait un work package réservé à l'évaluation de l'existant en tant qu'offre de formation dans les différents établissements partenaires, mais également au niveau d'usage et d'exploitation au niveau d'usage des énergies et particulièrement les énergies renouvelables. Et puis, le besoin de monter en compétences, de renforcer les capacités dans ces domaines-là. Et donc, prenant en compte ces aspects-là, ça a permis de réajuster les modules proposés initialement à faire lors de la soumission et d'en garder la majorité d'entre eux. Et puis, cette méthodologie d'ingénierie pédagogique basée sur un retour et un échange d'expérience, donc lors de réunions selon une démarche qualité réalisée à travers le premier comité de pilote pédagogique où chaque partenaire est représenté par un collègue qui discute les groupes de conception, valide le groupe de conception pour que les groupes de conception soient des groupes mixtes, je répète, groupe Nord et groupe Sud Méditerranée parmi les pays partenaires, et en faisant participer tous les partenaires. Donc, les groupes de conception, une fois conçus, eh bien, il s'agit de faire une première réunion de lancement, ajustement également. Donc, dans cette première réunion de lancement, ils apprennent à se connaître, à voir leurs différentes visions à propos du contenu. Ils peuvent même discuter le synopsis, éventuellement, commencer la discussion. Ils continuent le travail après à distance et à travers des échanges, divers types d'échanges, que ce soit par mail, par téléphone, par Skype, par les différents moyens. Et après, une fois le contenu développé, il y a une réunion de revue de conception dans laquelle participent ceux qui ont déjà participé à l'élaboration du contenu de chaque module, mais également l'expérimentateur qui va expérimenter cela dans son établissement et également un évaluateur qui a du recul et qui est spécialiste matière. Au niveau un deuxième comité de pilote pédagogique qui se fait l'année 2 pour valider les contenus, vérifier le contenu et valider les expérimentations, où est-ce que ça va être fait pour chaque module. L'expérimentation étant réalisée la dernière année du projet et par tous les partenaires.
Et après, un dernier comité de pilote pédagogique que j'ai eu le plaisir d'accueillir et d'organiser ici à Tunis pour évaluer ces expérimentations. Bien entendu, tout ça avec une interaction permanente entre les différents work packages, particulièrement le work package 7 qui concerne la démarche qualité sur le projet, et également dans l'ingénierie pédagogique, il y a une partie qui est en e-learning. Diapo suivante. Alors, les modules de conception dans le domaine en question, il s'agit de 10 modules de formation, dont certains, parmi les 10, 4 orientés pour les professionnels, pour être organisés en sessions de formation continue courte durée, et les 6 autres pour être dispensés dans un cursus universitaire, diplômant, ça peut être du niveau licence, master, doctorat ou bien cycle ingénieur pour les écoles d'ingénieurs. Alors, il s'agit de cette liste de modules, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous voyez que c'est toujours la qualité métrologie sont un facteur important en ce qui concerne les aspects qualité métrologie d'une manière générale, mais en énergie renouvelable, et après, au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau de l'analyse de cycle de vie, de la bioénergie, de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire. En ce qui concerne le module orienté aux professionnels, c'était dans la diapo précédente, c'est des modules, un module public large de sensibilisation à l'importance de la qualité métrologie en énergie renouvelable, mais surtout des modules d'auto-évaluation, évaluation interne, et des modules de référentiel qui sont nécessaires dans une démarche qualité à tous, et puis un mini-MOOC formateur destiné aux formateurs. Diapo suivante, encore suivante. Alors, l'expérimentation de ces modules a eu lieu et continue à avoir lieu même après la clôture du projet. Donc, en ce qui concerne pour le premier module, le plus gros module métrologie qualité chez 5 partenaires, par exemple, chez nous, il continue à être exploité au niveau de l'Université de Carthage, au niveau du master de la faculté des sciences de Bizerte, mais en partie au niveau de l'INAT aussi. Les autres modules ont été parfois par 2, par 1, donc c'est assez variable. Et le module ACV, analyse de cycle de vie, il continue à être dispensé même après clôture du projet et au niveau de l'Institut des sciences et techniques de l'environnement de Bouch Sadri, qui relève de l'Université de Carthage aussi. Et pareil, pour les autres modules, ils continuent à être expérimentés. Suivante. Alors, maintenant, un petit mot sur la mise en pratique à travers les processus pilotes. Eh bien, suivante, Luc, s'il te plaît. Donc, eh bien, la démarche qualité, qui est une composante importante de notre projet, donc sur 6 processus pilotes, dans 2 processus de formation et 4 processus de transfert. Comme vous le voyez, il y a un processus par pays. La Tunisie était concernée par un processus pilote de formation et qui concerne le master professionnel en génie climatique et maîtrise d'énergie à la faculté de sciences de Bizerte, relevant de l'UQAR. Et puis, vous voyez les autres pour l'école doctorale en Algérie et puis 4 autres processus de formation. Si vous permettez, il y a mon collègue Salim qui nous a rejoint, s'il est toujours là, je peux lui céder la parole, sinon je peux assurer comme vous voulez. Hein, parce qu'on avait initialement prévu que Salim prend la parole, mais j'avais continué sans me rendre compte qu'il nous a rejoint. Bonjour, je ne sais pas ce que vous m'entendez, donc très bien. Oui, très bien. Une bonne journée. Et donc, c'est quand vous voulez, ma chère collègue. Allez-y, Salim. On a fait ça ensemble. Tout à fait, mais il faut faire vite. Voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, si on revient un peu à la mise en pratique des compétences, alors on voit que tous ces processus pilotes ont été encadrés et suivis par, et je dirais aussi, grâce à la démarche qualité. Bien sûr, elle est matérialisée ici par la mise en place de grilles de progression qualité. Alors, bien évidemment, des actions de tutorat formation auprès des équipes impliquées dans les processus pilotes ont été menées avec succès. D'ailleurs, comme vous le constatez dans cette diapo, il y a plus de 260 personnes qui ont été formées dans ce sens. Et ça, c'est énorme. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour en quelque sorte parfaire cet aspect qui est la mise en pratique des compétences,
des visites techniques de sites modèles à caractère, je dirais, intuitif, pédagogique et interactif ont été programmés. Alors, ces sites concernaient principalement trois aspects, c'est la métrologie, l'énergie renouvelable, les énergies renouvelables et l'environnement. Donc, il s'agit, comme vous le voyez sur cette diapo, de l'Institut technologique des énergies renouvelables d'Espagne, du Centre de recherche et des technologies de l'énergie en Tunisie et aussi du Centre scientifique et technique de la construction de Belgique. Ceci étant dit, je crois remettre la parole à Madame Lili Chaban pour continuer un peu sur la sensibilisation. Merci Céline. Donc, il y a eu une large sensibilisation à travers des séminaires nationaux, un séminaire par pays, sur métrologie et qualité dans les énergies renouvelables. Ça a permis de sensibiliser un très large public et ça a permis de former directement 806 personnes qui ont été formées en sensibilisation à l'importance de la qualité métrologie en énergie renouvelable. Diapo suivante. Donc là, vous avez des photos sur les 6 ateliers qui ont été organisés dans chaque pays avec les différents participants. C'était vraiment une réussite assez intéressante. Diapo suivante. Alors, en plus de cette ingénierie pédagogique, elle a concerné également la production des grains pédagogiques riches médias qui peuvent enrichir les modules et donc qui peuvent être insérés dans le contenu d'un module pour illustrer certains aspects. Donc, il y a eu quelques séquences vidéo qui ont été produites spécifiquement pour enrichir. Et là, vous avez quelques captures, mais tous les modules sont disponibles sur la plateforme de partage du projet. Allez-y. Alors, comme impact, ce qui intéresse le plus. L'impact, si on va revenir à l'impact, il y a à la clôture du projet 1398 formés dans le cadre du projet sur les différents modules, mais dans 925 étudiants. Mais comme je dis, le nombre dépasse ça parce que les établissements qui ont expérimenté un module, en tout cas pour le cas tunisien, ils continuent à exploiter ce module. Donc d'année en année, il y a augmentation de nombre d'étudiants. Je suppose que c'est la même chose chez nos collègues et dans les établissements partenaires dans les 5 autres pays. À travers justement l'introduction de ces modules de formation initiale dans plusieurs cursus de formation. Donc, je dis nous, pour Carthage, c'est essentiellement à la Fac des sciences de l'Isère, à l'Institut des sciences et technologies de l'environnement de Bosch-Sedria et au niveau de l'INAT. L'extension de cette plateforme collaborative avec le partage, ça nous permet de revenir à chaque fois pour télécharger certains aspects, pour échanger. Et le projet a été réellement l'occasion de renforcer un vivier d'experts et d'échanges sur les aspects qualité métrologie. Et là, j'insiste sur cet aspect parce que ça a généré beaucoup d'autres projets à travers les personnes formées et les collègues formés. Moi-même, je connais des collègues qui eux-mêmes étaient au départ ne travaillaient jamais sur les aspects qualité métrologie, mais qui ont été après initiateurs d'autres projets. Et ils ont généré d'autres projets de système de management de qualité. Et d'ailleurs, nous, le pilote pédagogique qui était engagé avec moi dans l'équipe de partage, eh ben, il a généré un projet au niveau de l'INAT, de l'Institut national agronomique de Tunisie, relevant de l'Université de Carthage, pour décrocher un grand budget du ministère de l'Enseignement supérieur tunisien sur le système de management de qualité de l'établissement de l'INAT. Et donc, il a eu quelque chose comme 650 millions. Madame Chaban, je suis toujours gênée parce que je sais qu'il y a énormément de choses à présenter. Vous êtes des passionnés, c'est des projets passionnants. Mais je vais juste vous demander de conclure parce qu'on a dépassé largement le temps. C'est la conclusion. Également, beaucoup de collègues sont sollicités d'être évaluateurs de projets, d'être évaluateurs de laboratoires, d'être accompagnateurs dans des démarches qualité de projets, que ce soit avec des financements nationaux, certains sont Erasmus ou internationaux, d'autres des labos étrangers ou tunisiens. Également, le projet a fait des bébés, dépôt de plusieurs nouveaux projets, dans celui que je coordonne actuellement, Géomag, et dont vous avez le référence du projet, le code du projet, qui est bâti à peu près sur le même schéma d'africaine, d'ingénierie pédagogique, de conception de modules, avec croisement de regards de seniors, juniors enseignants, nord-sud, jusqu'à l'expérimentation et la validation des contenus après l'expérimentation. Et puis, il y a eu l'initiative de mise en réseau de master africain en qualité métrologie africain. Donc, il y en a plein d'autres. Hein.
suivante, c'est juste une photo pour vous remercier avec quelques photos d'événements. Merci à vous et j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, on a pris la parole quand même un peu en retard. On a eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Et puis, il faut dire qu'Après-Ken est un joli projet, comme vous l'avez bien expliqué, qui a formé des gens, qui a mis en place des masters. Et surtout, donc, du coup, comme un peu tous les projets Erasmus, il a permis de créer un cercle vertueux, donnant naissance à d'autres choses et faisant la continuité également de d'autres projets. Et c'est exactement l'objectif des projets de renforcement de capacité, c'est de créer vraiment une dynamique qui perdure et se pérennise. Alors, je passe la parole à Yabda, qui est un projet qui a su, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une articulation et créer aujourd'hui tout un écosystème dans les établissements et chez les partenaires du projet, un écosystème autour de l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat. Vous êtes prêt, Monsieur Tahiri? Oui. Madame Hadjira aussi, oui. Voilà, tout à fait. Donc, Madame Boudnine d'Algérie et puis Monsieur Tahiri du Maroc. Comme vous l'avez bien compris, nous avons de très beaux projets régionaux et interrégionaux, continental. C'était le cas du projet. Bonjour tout le monde. Tahiri, on n'arrive pas à voir votre présentation. Je ne la vois pas. Monsieur Tahiri. Oui, madame, je vous entends bien. Monsieur Tahiri, s'il vous plaît. Oui, je vous entends. Partagez votre présentation. Il y a un petit voyant juste en bas. Oui. On ne la voit toujours pas. Partager fichier PDF. Voilà, vous y êtes. Cérémonie. Alors, nous avons une question dans le chat sur la constitution du consortium. Donc, on va répondre tout à l'heure à la question. Vous y arrivez, Monsieur Tahiri? Oui, voilà. Et normalement, ça doit... Voilà. Oui, ça va. Bien. Merci, c'est à vous. Alors, Madame Hadjira désire présenter en première le projet Yabda avec... donc, au début, et je prendrai le relais une fois qu'elle aura terminé. D'accord, Madame Hadjira? Oui, je vous entends, mais... Oui, je vous entends, mais je ne vois pas le truc. Ben, nous la voyons, Madame. Allô? Nous sommes sur la première diapositive. Vous avez un problème de connexion, Madame Hadjira? J'ai l'impression que c'est un problème de connexion à mon niveau, donc ça, je ne sais pas. Ce n'est pas un problème. Si tout le monde arrive à voir la présentation, je peux commencer par oui, on est sur la première. Sur la première, vous me dites d'avancer. J'avancerai avec sous vos ordres. D'accord. Donc, je vais commencer. Bonjour tout le monde. Donc, le projet Yabda est un projet CBHE, donc qui entre dans le cadre des projets Erasmus+, de renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur. Il a été agréé en 2017. Il a pour objectif, c'est un type des projets conjoints, donc il a, avec un acronyme Yabda, c'est-à-dire commencer, start, donc coordonné par l'Université de Casablanca. Il y a 14 institutions avec 5 pays partenaires. Donc, il a été agréé pour 3 ans et à cause de la pandémie, ce projet, avec une couverture budgétaire. Allô? Oui, on vous entend, madame. Allez-y. Allez-y, madame. Allô? On vous entend, madame. Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Allô? On vous entend, Madame Benwednine. Monsieur Tahiri, je crois que Madame Boudnine a un problème de connexion. Je vous propose que vous présentiez, parce qu'on est vraiment... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors. On vous entend, Madame Boudnine, mais c'est vous qui vous nous entendez pas. Allô? Alors, je vous passe la parole, Monsieur Tahiri, c'est votre connexion.
Monsieur Tahiri, si votre connexion est meilleure que la mienne, prière de continuer la présentation. C'est bon. Merci. Ok. Allez-y. Ok. Donc, comme a déjà dit Madame Hadjera, donc le projet est coordonné par l'Université Hassan II de Casablanca et il comporte 4 partenaires d'Europe, la Belgique, la France, la Grèce. Et voilà. Et puis, il y a aussi 10 universités maghrébines, 4 algériennes, 4 marocaines et 2 tunisiennes. Alors, le projet, il a comme stratégie donc de promouvoir notamment la culture entrepreneuriale pour les jeunes diplômés, parce que le problème, c'est justement le chômage qui touche les diplômés au Maghreb. Et donc, aussi donc, l'émergence de l'innovation, parce que c'est un pilier très important qui va pousser les lauréats à prospérer, à briller et à créer des entreprises à haute valeur ajoutée. Donc, dans la stratégie, il faut donc mettre en place donc les stratégies nationales exprimées à la fois au niveau de l'Algérie, que de la Tunisie, que du Maroc. Et donc, ceci dit que nous sommes un peu sur la même longueur d'onde avec les preneurs de décision pour promouvoir l'entrepreneuriat et la création de start-up ou de spin-off à haute valeur ajoutée. Alors, c'est pour ça que donc le projet Yebda n'a pas ménagé aucun effort, elle a ménagé tous les efforts et n'a pas épargné aucun effort pour donc faire aboutir ce projet. Donc, nous avons travaillé dans un premier temps sur un certain nombre de livrables très importants. Je vais voir si je peux agrandir un peu. Donc, c'est le renforcement du niveau de compétence au niveau des étudiants et des lauréats de l'université, et aussi du personnel qui désire qui désire s'investir dans ce domaine de l'entrepreneuriat innovant. Donc, l'objectif aussi, c'est de relever les défis de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans les domaines où les pays partenaires présentent un avantage concurrent, comme les technologies vertes, les énergies renouvelables ou le développement durable. Comme vous allez le voir, donc le projet contenait notamment 3 work packages qui se succèdent, mais dont 3 autres work packages vont en parallèle. Donc, le premier, c'est de constituer un modèle de centre d'entrepreneuriat qui soit digne de son nom et qui va porter justement le flambeau de l'entrepreneuriat dans les universités maghrébines. Le deuxième, c'est la mise en place de l'écosystème entrepreneurial au niveau des universités maghrébines qui sont membres du projet Yebda. Et le troisième, c'est la mise en œuvre des centres Yebda et donc leur opérationnalité et pourquoi pas la continuité de leur travail après la fin des projets Yebda. Alors, comme j'ai dit, en parallèle, l'assurance qualité est une obligation. La dissémination, comme tous les projets qui sont passés, sont importantes et également le management, aussi bien des ressources pécuniaires que humaines. Quand on regarde un petit peu les choses qui ont été effectuées, donc dans un premier temps, pour faire une étude, pour être très efficace et efficient, nous avons d'abord effectué une étude comparative des systèmes entrepreneuriaux existants dans chaque université partenaire. Et avec ça, nous avons élaboré un guide de bonnes pratiques de l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites, mais nous voulons en tirer le maximum de profit pour garder les bonnes pratiques. Et avec ça, nous avons étudié une analyse des écarts par rapport à l'entrepreneuriat dans des universités maghrébines, et les résultats sont foudroyants et très intéressants. Je vais vous en parler. Nous avons élaboré les stratégies nationales
de chaque centre IEBDA au niveau des universités partenaires. Et nous avons aussi fait la formation des équipes de formateurs par université maghrébine partenaire, ce qui est très important parce que la ressource humaine qui va assurer la continuité est très importante. Donc, une fois les centres IEBDA ont été ouverts, nous avons élaboré le guide de l'entrepreneuriat maghrébin qui est très important et qui a comporté aussi les volets, comment dirais-je, mécanismes de financement des projets par pays. Donc, c'est par chaque pays. Le Maroc a ses spécificités, l'Algérie aussi et la Tunisie aussi. Donc, nous avons mis en place un espace virtuel IEBDA de communication et en 3 langues pour que les communautés IEBDA puissent interagir et échanger tout ce qui est profitable. À ce moment-là, donc, nous avons organisé des conférences nationales aussi par pays et créé une page Facebook et le Hub IEBDA. Mais nous avons à l'époque, malheureusement, avec l'arrivée du Covid, donc il y avait un petit peu des coupures, ce qui nous a obligés à demander une prolongation de la durée IEBDA de 3 à 4 ans. On a été accepté et pour en profiter, nous avons organisé en surplus un webinaire maghrébin sur l'entrepreneuriat pendant 1 semaine et qui a été très profitable et je vais vous en parler très rapidement. Donc, ensuite, nous avons lancé des appels à projets innovants pour les lauréats de l'université, les enseignants, chercheurs et pour le personnel administratif. La sélection du projet a été faite sur la base d'une grille d'évaluation et nous avons délivré les certificats pour les entrepreneurs inscrits en ligne sur les cours MOOC disponibles en 9 modules très intéressants et qui couvrent en fait l'aspect entrepreneuriat depuis son début jusqu'à la fin. Et puis, c'est après que les lauréats ont eu leur certificat en ligne, pour ceux qui ont atteint un quorum de 80%, nous leur avons délivré les certificats et nous avons ensuite fait le coaching, mentoring de ces lauréats qui ont été sélectionnés et qui présentent des projets innovants très intéressants pour pouvoir faire l'objet des nouvelles startups ouvertes au niveau de leur pays. C'est ensuite que nous avons organisé une compétition par pays qui va donc générer un représentant par pays, un Marocain, un Algérien et un Tunisien. Et c'est à la fin que nous avons classé les 3 projets, les 3 meilleurs projets par ordre de mérite. Et donc, c'était l'Algérie qui a eu le premier prix cette année, IEBDA. Donc, pour ne pas rester sur la répétition, ce que je voulais faire, c'est notamment au niveau de l'analyse des écarts, quelques questions pertinentes, comme par exemple, avez-vous déjà créé son entreprise en étant étudiant ou à la fin de ses études? Et selon vous, très facile, assez facile, difficile ou très difficile? Donc, vous allez voir que nous avons démarré avec un pessimisme assez expressif de la part des lauréats des universités. On a dépassé 54% de difficile. Tout à fait, votre environnement familial est favorable ou défavorable à la création d'entreprises. Nous avons eu plutôt favorable 34%, mais le reste, donc, on va voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Avez-vous déjà participé aux actions suivantes au sein de votre université? Par exemple, formation à la création d'entreprises, 70% non. 73%, sensibilisation à la création d'entreprises, 72% non. Accompagnement à la création d'entreprises, 83%. Et donc, ça prouve en fait que le projet IEBDA et les autres, Salim aussi qui a pu accompagner avec nous en parallèle, sont venus au bon moment parce que c'était vraiment une période où il fallait répondre à des soucis, à des attentes des lauréats de l'université.
Et la formation des formateurs, au départ, a été faite par les Européens qui sont arrivés chez nous dans chaque pays et ont formé 20 candidats, 20 professeurs-chercheurs par pays. C'est ceux-là qui vont disséminer les formations au sein de leur université individuelle et former plus de 60, 70 par université partenaire. Donc, ce qui fait la démultiplication de ces connaissances et de savoirs et des bonnes pratiques de l'entrepreneuriat au sein de chaque université. Donc là, je vais pas détailler ça, je l'ai détaillé tout à l'heure. Et donc, ce qui fait qu'on est arrivé à un total approximatif de 600 à 700 professeurs formés au niveau du Maghreb pour pouvoir faire la dissémination et la démultiplication de ce genre de choses. Alors, au niveau de l'apprentissage, dans le site web Yebda, nous avons déposé donc les modules sous forme de MOOC et l'accès pouvait se faire uniquement par enregistrement avec l'adresse Yebda. Et donc, les étudiants, les doctorants et le personnel pouvaient accéder en mettant seulement leur email et donc assister et prendre les cours à n'importe quelle heure qui leur convienne ou écouter les mini enregistrements vidéo. Alors, le guide Yebda, je peux vous dire qu'il a traité les informations pratiques et personnalisées pour la création d'une entreprise. La démarche est adoptée et évolutive, allant en général, du général jusqu'au particulier. Un canevas théorique aidant les jeunes à la création d'entreprises. La particularité administrative et juridique et les mécanismes de financement. Ça, c'est quelque chose qui reste dans les archives de Yebda et qui a été une grande réussite. Alors, le hub Yebda, évidemment, c'est dans chaque université aussi, mais c'est à l'échelle maghrébine aussi un hub qui permet donc les échanges fructueux entre tous les partenaires. La communauté Facebook a été très utile parce qu'on a enregistré aussi 1986 visites et vues, 110 commentaires, 39 discussions. Donc, il y a un réseau vraiment très vivant, très actif, qui a donc pu discuter un petit peu les sujets, la création de start-up, les idées, etc. Donc, ça a été très fructueux. Et là, donc, tous les centres ont été créés. Donc, au niveau de l'université Hassan II, par exemple, Madame la Présidente a même réuni à la fois le projet Selim et le projet Yebda dans le même lieu, avec d'autres partenaires qui puissent donc booster l'entrepreneuriat et le faire aboutir au niveau de l'université Hassan II de Casablanca. Ce qui a été fait aussi au niveau de l'Algérie à Mostaranem, en Tunisie au niveau de Sfax et de Tunis el-Manar. Alors ça, c'était le webinaire où il y avait donc, comme vous le voyez, 18 intervenants sur 3 jours, 6 conférences par jour. Ça a été une très belle rencontre et les réponses, les participations ont été très, très surbookées. Je veux dire, 9600 personnes le premier jour, 4300 le deuxième, 1500 le troisième. Et donc, ça, c'est uniquement au niveau Facebook et au niveau de Zoom, c'était presque à moitié ou totalement surbooké, donc complet. Donc, il y avait beaucoup de… Alors là, c'est juste l'appel à candidature pour la création de start-up. Comme je l'ai expliqué, là, c'est les contributions par université. Donc, on va voir que l'université Hassan II, c'est Hassan Ier de Stade, 124 candidats, 140 à Casa, 100 à Tétouan, etc. Batna, 122, Constantine, 105, Mostaranem, 86, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a attiré l'attention des lauréats et qui les a encouragés, malgré le Covid, à contribuer à la création de start-up innovantes. Ils ont participé donc au MOOC
Et là, on voit aussi le coaching, donc une des photos de coaching des entrepreneurs pour améliorer leurs idées et pour faire mûrir donc le projet en vue de pouvoir donc passer à la phase 2 de création de start-up. Donc, en récapitulatif, il y a eu beaucoup de réalisations pendant ces 4 ans, une satisfaction totale aussi bien au niveau des lauréats des universités que des enseignants ou des administrateurs, qu'au niveau aussi régional, de par les rencontres effectuées une fois à Casablanca pour le kick-off, ensuite à Tunis-el-Manar et après, ensuite à Tunis-el-Manar et après à Constantine en Algérie. Donc, ça a été quelque chose de très important. Je crois que j'ai fait le récapitulatif de toutes les choses réalisées. Je crois que maintenant, je vais vous faire voir un peu les festivités de la clôture, que malheureusement, à cause du Covid, nous n'avons pas pu accueillir tout le monde, mais certains, nous avons accueilli la Tunisie et le Maroc. L'Algérie n'a pas pu se rendre, l'Europe non plus, mais ceci dit que ça a été vraiment ça a créé une famille très soudée qui a décidé déjà de lancer une deuxième vague d'appels à projets innovants. Même si le projet Yebda est fini, il va le lancer cette année pour pérenniser les actions extraordinaires qui ont eu beaucoup de succès à travers donc le projet Yebda. Nous remercions énormément donc le ACEA de nous avoir permis donc d'exceller dans ce domaine et de laisser des traces et des archives très importantes qui vont pouvoir servir les universités maghrébines dans l'avenir. Nous souhaitons évidemment candidater pour les autres… Monsieur Tahiri, je veux juste vous demander de conclure. Je suis vraiment désolée parce que… Ça y est, je suis arrivé à ma fin. Vous envoyez quelqu'un pour me dire que… Regardez. Merci. Thank you very much, everybody. Thank you very much. Merci encore parce que je sais c'est une vraie frustration pour nous également parce qu'il y a tellement de choses à dire, à partager. Comme vous avez pu donc le voir dans les 3 projets, donc des formations de formateurs, des méthodologies développées, des key tools, des plateformes, des réseaux de référents, d'experts, autant de ressources aujourd'hui disponibles pour tous ceux qui souhaitent, qui s'intéressent à ces thématiques. Tout ça est disponible bien sûr dans les plateformes qui ont été créées, mais également sur les sites internet qui sont toujours bien sûr fonctionnels. Mais pour ceux qui ne seront plus fonctionnels, tous ces livrables sont bien sûr disponibles sur la plateforme des résultats des projets Erasmus CBHE qui, elle, est là, qui restera, et bien sûr, on va partager avec vous donc le lien vers cette plateforme des résultats de tous les projets qui ont été financés dans la première génération comme la seconde génération des Erasmus, puis Erasmus+, les Tempus, etc. Alors, nous avons une question peut-être quand même. Hein. Donc, on avait une question tout à l'heure d'une chère collègue de Madagascar. Et nous avons une question par rapport au certificat donc, de M. Abdelaziz Tahiri. Sur les certificats délivrés, sont-ils reconnus à quel niveau? Donc, je ne sais pas si Tahiri peut répondre ou là, si je me suis Ben Saga éventuellement, parce que je sais qu'il y avait des certificats aussi délivrés par Salem. Vous êtes libre qui vont répondre voilà, à cette question. Merci, Monsieur Ben Saga. Oui, effectivement, dans le cadre des activités du projet Salem, il y a déjà le certificat du statut national de l'étudiant entrepreneur, qui est normalement un certificat du ministère, mais qui est opéré par l'université par délégation du ministère. Donc, ce sont des certificats du statut national de l'étudiant entrepreneur qui sont signés par les présidentes ou les présidents des universités et qui ont la valeur d'un certificat national qui est un petit peu opéré au niveau de la région par l'université. Et l'objectif dans le cadre des activités de Salem, c'est aller au-delà des certificats
pour probablement, dans une expérience future, prévoir même un diplôme de l'université en entrepreneuriat dans le cadre du statut national d'étudiant entrepreneur. Merci, Monsieur Bensaga. Merci, Monsieur Bensaga. Monsieur Taheri, vous voulez dire un mot? Je voudrais dire que les certificats, ça fait toujours plaisir quand même par rapport aux lauréats parce que ça enrichit leur CV déjà pour l'employabilité. Et il faut dire que cette employabilité est très importante, d'une part, et d'autre part, ça va donner aussi la possibilité, s'il devient un chef d'entreprise, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a aussi roulé sa bosse, comme on dit. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui a fait le parcours de l'entrepreneuriat, qui n'est pas venu de rien du tout. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un diplôme, mais c'est très, très important comme élément de base pour dire, mais ça permet aussi de participer aux compétitions internationales pour recevoir des prix. C'est une étape qui donne des points positifs. Vous avez eu un certificat de Salem, de Yabda, du ministère, vous avez été jugé par un comité, par un jury, donc vous avez les possibilités de pouvoir aller au-delà. Donc c'est comme les sportifs. Il va de la ceinture jaune à la ceinture noire, etc. Donc il devient quelqu'un qui perdure et qui est très bon dans l'entrepreneuriat et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, moi, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce que a dit M. Bensaga, que je remercie et dont j'ai le plaisir de revoir parce que ça fait longtemps. Okay. Merci beaucoup, M. Taheri. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ou éventuellement, alors, je vais juste vérifier, Priya Chapativan. Voilà. Voilà, on nous rappelle qu'on a vraiment débordé. Par contre, vos échanges peuvent continuer dans le lounge. N'hésitez pas, sachez que vous avez la possibilité on va dire, de speed networker grâce au lounge où il y a des tables thématiques par thématique que vous pouvez rejoindre. Merci encore à nos chers participants d'ici d'ailleurs. Merci à toutes les personnes qui ont partagé avec nous aujourd'hui leurs expériences et à une très prochaine fois. Vivement les prochains projets et les prochaines dynamiques Erasmus+, et longue vie à ce beau projet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci aussi. Je tiens à remercier tous les collègues de la Tunisie, de Maroc et tous les participants aussi. Merci Latifa, merci tout le monde. Merci Nesrine. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.